Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour une nouvelle émission du Talk sur le Figaro.fr. Je reçois aujourd'hui Stanislas Guerini. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de Paris et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Alors on va parler un petit peu de l'événement qui a eu lieu hier soir. Tous les ministres déployés sur le territoire, mobilisés pour défendre l'action du gouvernement. Alors c'est quoi? C'est un coup de com' ou est-ce que ça peut avoir véritablement un impact sur les Français? Non, ce n'est pas un coup de com', c'est une volonté pour les ministres d'aller au contact, d'aller sur le territoire, d'aller entendre directement des citoyens, parce que parfois ils nous disent des choses qu'on ne lit pas forcément dans les journaux, et puis surtout pour les uns et les autres, de pouvoir présenter la cohérence de l'action gouvernementale. Parce que c'est vrai qu'on est tous dans l'action, les parlementaires sur leur sujet, les ministres sur leur sujet, on a un gouvernement qui travaille beaucoup, qui est très actif, et puis parfois on peut ne pas suffisamment présenter la cohérence des mesures les unes avec les autres. Ce qui au fond est le sens de notre projet d'émancipation et de dire que quand on travaille sur l'éducation, quand on travaille sur la réforme de l'enseignement supérieur, quand on veut mettre de la mobilité dans le logement et quand on refond l'organisation du marché du travail, c'est le même objectif de donner à chacun la chance de choisir son existence. Et cette cohérence, c'était très important d'aller la présenter. Donc c'est pour répondre à un besoin de pédagogie. Au bout d'un an d'action, est-ce que vous, en tant que parlementaire de cette majorité, vous avez des regrets? Vous savez, ce que je pense, moi, c'est moins important que ce que ressentent les gens. Moi, mon Par exemple, certains disent que les APL, c'était une erreur. Je vais vous répondre clairement. Ouais. On a tous un peu un regret de fond de se dire cette décision sur les APL, on l'a prise de façon très rapide, très brutale, et donc elle a mal été perçue, ça a été exprimé par les uns et par les autres, regret de fond. J'ai un regret de forme pour vous répondre très clairement. Je pense que le discours qu'on a adressé aux retraités, à nos anciens, il n'a pas toujours été le bon. Et je soutiens absolument les choix qu'on a fait, politiques, d'augmenter un peu la CSG, pour diminuer les cotisations sur le travail. Mais on a parfois, dans notre discours, donné un petit peu l'impression qu'on prenait les anciens pour des porte-monnaies. Voilà. Ils ont été un peu stigmatisés. Alors que c'est exactement le contraire de ce qu'on pense. Ils sont impliqués dans la société, extraordinairement actifs. Moi, je le vois dans ma circonscription. Nos anciens, ils prennent une part très importante dans la vie associative, dans la vie de la solidarité. C'est peut-être ça qu'on doit leur dire. On a besoin d'eux, surtout dans une société où on va vivre de plus en plus longtemps, on a besoin qu'ils restent actifs au sens de leur implication dans la société. Et ce message-là, peut-être qu'il n'a pas toujours été bien perçu. Sur les 80 km/h, Gérard Collomb a exprimé un certain malaise hier soir. Il n'a pas voulu répondre à cette question, alors que c'est quand même lui qui est en charge de la sécurité routière. Est-ce que c'est le retour des couacs au gouvernement ou est-ce qu'il faut abandonner cette mesure qui gêne tout le monde? Alors non, moi je suis très clair sur le fait qu'il ne faut pas l'abandonner. D'autant plus que les choses ont été faites de manière très rationnelle. On a dit, on le fait, il y aura un bilan au bout de 2 ans. L'objectif, c'est de faire diminuer le nombre de morts sur les routes. S'il faut consacrer 2 minutes de plus, 1 à 2 minutes de plus sur la moyenne des trajets pour sauver 400, 500 vies dans le pays, moi, je n'ai pas d'ambiguïté. Alors pourquoi Gérard Collomb n'arrive pas à la défendre, cette mesure? Mais il a exprimé, et je l'ai entendu encore ce matin à la radio, il a dit bien sûr qu'on allait le faire. On fera le bilan au bout de 2 ans. Et si ça marche, si ça ne marche pas, on verra ce qu'on en fait. Mais moi, je n'ai pas d'ambiguïté, je suis en soutien très fort de cette mesure. Il faut absolument qu'on diminue le nombre de morts sur les routes. Et ça justifie vraiment les 1 ou 2 minutes de plus dans les trajets qu'on va demander aux uns aux autres. Alors, au sein de l'équipe d'Édouard Philippe, certains ministres ont pris la lumière, d'autres, on a l'impression qu'ils cherchent encore leur marque. Est-ce que vous pensez, Stanislas Guerini, que Nicolas Hulot, par exemple, a les épaules pour être ministre? On l'a entendu exprimer une nouvelle fois des états d'âme cette semaine. Mais Nicolas Hulot, bien sûr qu'il a les épaules et surtout, bien sûr qu'il est utile, profondément utile dans l'action gouvernementale. Il a des doutes apparemment. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Et dans les mois qui viennent, en matière d'environnement, sur le plan climat, sur la biodiversité, il y aura beaucoup de choses qui vont être faites. Donc on a besoin pleinement de l'action de Nicolas Hulot. Il porte haut et fort, avec franchise, ces sujets. Et c'est vrai, c'est parfois intéressant d'avoir un ministre qui dit les choses sans filtre, de manière cash, en disant, avec toute son honnêteté, toute son implication sur le sujet qui est celui de l'environnement, qui est tellement crucial pour les années à venir, ce qu'il pense, bien nous, les parlementaires de la majorité, on lui dit, on a besoin de toi, Nicolas, on a besoin de ton action,
dans ce gouvernement parce qu'elle est importante et parce que le sujet environnemental, il est au cœur de la transformation de société qu'on doit avoir et qu'on va porter pendant 5 ans. Les enquêtes d'opinion montrent que depuis 1 an, les Français pensent que la politique qui est menée penche clairement à droite, que le fameux diptyque libéré et protégé finalement n'est pas très égal, que le volet libéral est beaucoup trop important. Est-ce que vous pensez que par exemple les ministres issus de la droite dans ce gouvernement doivent porter davantage un discours de protection, un discours social ? Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de ministre de droite ou de ministre de gauche. Je pense que ce que ressentent les Français, c'est parfois de l'impatience. Et je suis le premier à ressentir de l'impatience. Sur les mesures qu'on met en œuvre, il faut qu'elles portent des résultats. Les Français, au fond, les réformes, pour eux, c'est moins important que les résultats qu'ils vont avoir. Et donc, il y a beaucoup de réformes qui sont mises en œuvre, et beaucoup de réformes sociales qui ont été mises en œuvre dans cette première année de mandat. Je pense à la revalorisation des minima sociaux pour l'allocation adulte handicapé, pour le minimum vieillesse. Je pense à l'augmentation de la prime d'activité. Je pense que bientôt, on va avoir 0 charge sur le SMIC pour permettre aux gens de travailler. Donc ça, c'est le sens de notre projet. Mais ce que je peux comprendre, c'est que les gens se disent la croissance repart, on crée 260 000 emplois l'année dernière. On n'a pas créé autant d'emplois depuis 10 ans. Mais pour ceux qui n'ont pas encore retrouvé de boulot, pour ceux qui continuent à galérer, à ne pas avoir encore raccroché et tenu le fil d'Ariane, vous voyez. Pour ceux-là, je comprends que ça génère encore plus d'impatience. Et ça peut donner un petit peu ce sentiment-là. Mais les résultats vont arriver. Mais pas de déséquilibre de la politique. Je suis sincèrement convaincu du contraire. On l'a dit, répété, il faut le dire. Quand on mène une politique pour, sur les territoires, donner les chances dans l'éducation, quand on divise le nombre de classes, pardon, pas le nombre de classes, le nombre d'élèves par classe évidemment, quand on lutte pour que les Français aient un accès au numérique plus fort dans les zones reculées, quand on supprime la taxe d'habitation qui pesait fortement sur ceux qui habitaient dans les plus petites villes. Toutes ces mesures-là, ce sont des mesures de justice sociale, mais qui doivent marcher et produire des résultats sur le fond. Ce qui donnera vraiment du sens à notre politique, ce sont les résultats. Vous parlez de justice sociale, justement, c'était une formule, un terme qui avait un petit peu disparu du discours des ministres ou même des représentants de la majorité en général. Je ne crois pas que ça ait disparu de mes prises de parole. En tout cas, je ne me sens pas du tout éloigné de ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne cherche pas le symbole. Vous voyez, on aurait voulu rester extrêmement tranquille. On n'aurait pas touché l'ISF, peut-être qu'on ne se serait pas dit que c'était important de baisser l'impôt sur la société pour les entreprises, parce que ce sont elles qui créent les emplois. Nous, ce qu'on veut, c'est l'égalité réelle. C'est-à-dire pas les droits formels qu'on a trop souvent créés dans notre pays, en se faisant plaisir, en donnant l'impression qu'on réglait les problèmes, et puis, patatras, au bout du compte, on est un pays qui dépense 10 points de PIB de plus en dépenses publiques que nos voisins, et qui pourtant a des résultats de politique publique qui ne sont pas tout le temps à la hauteur. On a 4 millions de mal logés, on ne vit pas forcément en meilleure santé que dans nos pays voisins. Donc, on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de changer un peu la manière de faire les choses, de s'attaquer à des réformes structurelles. Alors parfois, ça coince, ça heurte un petit peu. On change, on remet à plat les choses sur la formation professionnelle, sur le logement. Mais je crois que c'est ça qui est attendu pour que les résultats ne soient pas symboliques, de façade, mais ils soient durables pour le pays. On fait ça pour nos enfants. Et sur les banlieues, Stanislas Guerini, est-ce qu'il faut aussi un grand plan, mettre beaucoup de mesures et d'investissements sur la table ? Je crois que ce n'est pas que les banlieues. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne bien en cause. Ce sont sur tous ces territoires de la République où aujourd'hui, il y a un petit peu moins de chance, voire beaucoup moins de chance au départ à la naissance que dans d'autres territoires. Et donc, la politique qu'on doit mettre en œuvre, ce n'est pas qu'une politique banlieue, c'est une politique pour redonner aux individus la chance de choisir leur vie, d'investir sur les individus, de travailler sur les accès, l'accès à l'éducation, l'accès aux services publics. On déploie un plan de maisons de services au public pour remettre la présence physique des services publics sur le territoire. Une politique d'émancipation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par la formation professionnelle, ça veut dire par l'accès à l'emploi, par l'accès à la création d'entreprises. Et donc, le plan banlieue dont vous parlez, ça doit être un plan pour les individus, pour l'égalité des chances sur tous les endroits du territoire. Jean-Louis Borloo, est-ce qu'il gêne le gouvernement ? Est-ce que c'est un atout ou un boulet pour vous ? Parce qu'on a l'impression quand même que le rapport, vous n'en parlez pas trop, les mesures, les annonces sont reportées de semaine en semaine. Mais qu'est-ce qui se passe avec Jean-Louis Borloo ? Quel paradoxe que votre question. Ce rapport,
il a été demandé par le gouvernement. Oui. Il a été demandé par Jacques Mézard, Julien de Normandie, Oui. qui voit Jean-Louis Borloo extrêmement fréquemment. Et donc ce rapport, il va évidemment nourrir l'action du gouvernement. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'était le sens de ma réponse, c'est que l'approche qu'on doit avoir pour les territoires, elle doit être plus large que cela. Elle doit embrasser toutes les difficultés que vivent les endroits les plus reculés dans notre République. Je veux dire par là ceux qui sont le plus loin de l'accès aux services publics, à l'égalité, au fond, dont on parlait il y a quelques instants. Et donc, ce rapport, ce sera une contribution précieuse, Oui. mais une contribution parmi d'autres. Il y a 70 députés à l'Assemblée nationale qui font partie d'un groupe de travail, justement, sur la politique de cohésion des territoires. Ils font des propositions déjà. Et donc, c'est cet ensemble-là qui va nourrir ce que le président de la République pourra annoncer. Il s'exprimera sur ce sujet-là. Et je pense que c'est important que ce soit le président de la République qui porte ce sujet-là, parce qu'il est au cœur du projet de la République en marche, c'est celui de l'émancipation des individus. Est-ce que vous considérez qu'à ce stade, la France va mieux depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République? Ce que je ressens, moi, c'est ce que me disent les citoyens qui poussent la porte de ma permanence, de ma circonscription. Ce que je ressens à Paris, dans les réunions que je peux faire, ou ceux qui peuvent m'écrire, c'est de la fierté. Je crois qu'il y a de la fierté retrouvée dans notre pays d'avoir fait un choix progressiste, de la fierté de la place que la France a retrouvée dans le monde, de la confiance. Confiance dans les acteurs, pour les acteurs économiques, pour créer de l'emploi, confiance aussi pour les individus, de dire finalement, on a une politique qui redonne des chances à ceux qui cherchent du travail, à ceux qui travaillent, à ceux qui offrent du travail, à ceux qui étudient pour trouver du travail demain. Et impatience. Si je veux être totalement honnête, oui, je ressens aussi cette impatience que les résultats viennent pour tous. C'est ça que me disent les gens qui viennent me voir. Vous êtes aussi membre de la commission des finances à l'Assemblée, mobilisé beaucoup sur la loi Pacte, la loi d'action pour la croissance et transformation des entreprises. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que ça va changer pour les salariés? Ça va aider nos entreprises à grandir. C'est un objectif prioritaire, c'est le plan d'action pour la croissance des entreprises. Et donc, on veut nettoyer tous les freins qui pourrissent la vie des entreprises pour leur permettre de grandir. Les passages de seuil, les publications légales dans tous les sens, les obligations qui pèsent sur elles. Et donc ça, on est clairement déterminé, comme on a commencé à le faire en cette première année de mandat, à simplifier et libérer les énergies. On veut aussi accompagner les entreprises dans leur transformation. Mon sentiment, c'est que les entreprises, elles ont profondément changé. Eh bien, Pacte, ça va leur donner l'occasion d'en faire la démonstration par la responsabilité sociale, leur engagement. Vous savez qu'on veut redéfinir ce qu'est l'entreprise dans le code civil, dans le code du commerce, mais aussi en travaillant sur le partage de la valeur dans l'entreprise. Je crois que c'est une dimension qui est absolument clé. Quand on supprime le forfait social, on donne la possibilité de verser beaucoup plus de participation d'intéressement, c'est-à-dire de dire quand ça va mieux, et ça commence à aller mieux, il faut associer les salariés à la réussite de l'entreprise. C'est ça qui est au cœur de cette loi. Merci beaucoup, Stanislas Guerini. On passe maintenant à vos questions, chers auditeurs, avec Jean-Baptiste Semerjian. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Stanislas Guerini. Une première question de Maxime. Maxime affirme avoir du mal à voir ce que la France gagne pour le moment du côté économique et du côté social. Du côté social, vous lui répondez quoi? Économique, vous en avez déjà un petit peu parlé. Bien, du côté Il y social, a de la contestation, les cheminots, les lycéens. Oui, je disais, et je vais l'illustrer de façon très concrète, ceux qui gagnent, d'abord ce sont ceux qui travaillent. Leur salaire net augmente, a un petit peu augmenté en début d'année et va augmenter de façon très nette à la fin de l'année. Ceux qui gagnent, ce sont ceux qui cherchent du travail. On augmente la prime d'activité de 50%. Le salarié au SMIC, avec tout ça, il va gagner un 13e mois grâce à notre politique. Ça, c'est une politique sociale. Ça, c'est interventionniste. Oui, c'est interventionniste, bien sûr. Mais la politique sociale, c'est forcément une politique où l'État prend ses responsabilités pour donner plus à ceux qui ont un petit peu moins de chance. La politique sociale, c'est donner plus de chance à ceux qui cherchent du travail, donc en remettant à plat la formation professionnelle. Oublions pas de dire qu'on investit 15 milliards d'euros pour former 1 million de jeunes sans qualification et 1 million de chômeurs de longue durée. Ça, c'est une politique sociale. Celui qui va retrouver un job, qui va voir son salaire augmenter, même s'il est au SMIC, qui va avoir ce coup de booster dans sa vie, pour lui, très sincèrement, tout le débat qu'on peut avoir parfois sur l'ISF, sur le prélèvement forfaitaire unique, tout ça, c'est de la littérature. Les parents d'élèves
Et il y en a qui, dans ma circonscription, à la rentrée prochaine, auront leurs enfants en CP à 12. Ils vous soutiennent beaucoup sur Twitter, d'ailleurs, ces parents d'élèves. Mais bien entendu. Ils vous aiment beaucoup. Parce que, pour eux, l'ISF, c'est de la littérature. Parce qu'ils voient que l'enfant qui est dans leur classe, sa trajectoire de vie, elle peut être différente. Eh bien ça, c'est le cœur du projet qu'on porte. Il faut qu'on le mette en avant tous les jours. Parfois, je le sais, il n'est pas suffisamment compris. On en parlait avec Mathilde Sirot. Les gens attendent des résultats de notre politique. Ils ont trop vu la politique, les hommes politiques, les femmes politiques venir faire des grandes annonces fracassantes et puis pas voir les traductions concrètes. C'est pour ça, on parlait du plan banlieue il y a quelques instants, qu'on n'a pas le droit de faire de fausses promesses. On a absolument le devoir de remettre à plat nos politiques publiques pour que ça marche à nouveau. Voilà la politique sociale qu'on veut porter. On va un peu rester dans le monde du travail et le vocabulaire du travail. De nombreux internautes vous interrogent sur le MEDEF et plus largement la représentation des chefs d'entreprise en France. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Mon point de vue, c'est qu'il faut que le MEDEF bouge. Il faut que le MEDEF se mette un coup de pied au derrière. Je le dis très clairement, nous sommes un certain nombre de parlementaires à avoir interpellé les représentants patronaux. Parce que notre sentiment, c'est qu'on rencontre, je suis un ancien chef d'entreprise, j'ai créé ma boîte, beaucoup de chefs d'entreprise qui ne se sentent pas très bien représentés par un MEDEF qui dit « moi je prends les choses quand ça me va ». Dans cette première année de quinquennat, nul ne peut nier qu'on a fait une politique qui était profondément en faveur de la croissance des entreprises. On y croit, il faut que les entreprises soient en capacité de créer des emplois. Le MEDEF est des partenaires ? Mais le MEDEF, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Pierre Gattaz, dit sincèrement que cette première année de mandat, c'était un bilan sans précédent pour les entreprises françaises. Mais le MEDEF ne peut pas dire « là j'ai 2-3 points qui ne me vont pas, vous voulez modifier la définition de ce qu'est l'entreprise ». Élargir un tout petit peu l'idée que c'est simplement une association d'actionnaires, mais non, l'entreprise c'est bien plus que ça. Ce sont des parties prenantes, des salariés, des parties prenantes de fournisseurs qui créent de l'innovation, qui dans un processus de création des patrons, de valeur. Et donc, je pense que le MEDEF doit bouger sur ces sujets-là. Et doit bouger parce que c'est aussi un sujet de compétitivité pour nos entreprises. Je crois que si on veut capter des investissements internationaux, les investisseurs eux-mêmes sont en train de prendre en compte le fait que oui, il faut investir dans des boîtes qui sont plus socialement responsables parce qu'elles réussiront mieux, parce qu'elles attireront les salariés les plus talentueux, parce qu'elles sauront leur donner du sens, parce qu'elles vont convaincre les consommateurs qui eux aussi deviennent de plus en plus consommateurs qui veulent du sens. Et donc il faut qu'on réconcilie tout ça. C'est comme ça qu'on va réconcilier les Français avec l'entreprise. C'est absolument essentiel. Aujourd'hui, les Français, ils aiment bien leur boîte, mais ils se méfient de toutes les autres. Et donc, si on veut réussir notre projet économique et social, sur lequel vous m'interrogez, il faut qu'on relève ce défi. Et moi, je dis au MEDEF, aidez-nous. Nous laissez pas, on est plein de types comme moi qui venaient du monde de l'entreprise, qui se sont investis en politique, qui ont envie de faire avancer le pays. On a envie et on a besoin que le MEDEF ait pleinement cet investissement social responsable à nos côtés, avec toutes les organisations patronales, pour faire la démonstration aux Français que oui, on a besoin que les boîtes soient au cœur de la vie de la cité de notre pays. Ça, c'est un projet de réussite globale. Nguyen, il vous encourage. Alors, il dit « Ne lâchez rien, malgré les détracteurs, il y a eu trop d'années de laxisme ». C'est qui le coupable, à votre avis, sur ce laxisme-là ? Un président spécifique ? Non, c'est nous tous. Moi, ce qui m'a donné envie de m'engager dans En Marche, c'est tout d'un coup de rencontrer Emmanuel Macron, qui m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est qu'on s'était mis des œillères. Je vais parler un tout petit peu de moi. Moi, il y a 10 ans, j'avais eu un engagement auprès de Dominique Strauss-Kahn. Puis ça ne l'avait pas fait. Beaucoup de personnes autour de Oui, c'est vrai. On était un certain nombre parce qu'on parlait tout à l'heure d'égalité réelle. Je crois que Dominique Strauss-Kahn était quelqu'un qui portait cette idée-là de l'égalité réelle. Ça ne l'avait pas fait. On avait perdu à l'époque une primaire. Et puis, on ne s'était plus senti représenté dans la vie politique. Donc, on était un certain nombre à se dire on va être plus utile en allant créer des entreprises. Et j'ai aucun regret. C'est une tranche de vie qui était totalement passionnante pour moi. Mais d'une certaine manière, et je pense qu'on est beaucoup dans le pays, on s'était un petit peu enfermé dans l'idée de se dire au fond, laissons le navire avancer tel qu'il est, laissons les autres faire de la politique, ceux qui en font des carrières, etc. Donc, les coupables, c'est nous tous. Et donc, le message aujourd'hui dans ce quinquennat, c'est de se dire il faut qu'on se relève les manches tous ensemble, les citoyens. C'est possible de changer notre pays si on en a vraiment l'envie, si on est prêt à faire tomber un petit peu des barrières, à faire tomber un peu les postures. En tout cas, nous, les citoyens qui sommes mis au Parlement dans la vie politique, c'est vraiment profondément ce qu'on a envie de faire. Justement, le Parlement, Bernard constate que la France, avec un peu d'ironie, que la France, pour les touristes chinois, c'est un pays du romantisme et des lois. Il y a trop de lois en France, selon vous ?
On a 400 000 normes dans notre pays. C'est un Trop record de lois, tu la vois. absolu. Il y a un chiffre qui m'intéresse toujours, c'est qu'on a 130 000 pouvoirs décisionnaires en Europe, 70 000 en France. Donc ça, c'est le fruit de notre histoire. Après, on se dit, est-ce qu'on essaye de diminuer le nombre de lois, le nombre de normes? Oui, il faut continuer à le faire un petit peu. Mais surtout, moi j'ai eu la chance d'être rapporteur d'une loi sur le droit à l'erreur. Surtout, il faut qu'on mette beaucoup plus de fluidité dans nos relations avec l'administration. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise, oui, la législation française, c'est compliqué, mais donc il faut qu'on mette un petit peu plus de bienveillance dans tout ça. Et la réforme sur le droit à l'erreur qu'on a voulu faire passer, c'est exactement ça. De se dire que, par nature, le citoyen, il est de bonne foi. S'il fait une erreur, on peut lui demander de corriger son erreur, mais on ne va pas lui appliquer de pénalité, on ne va pas lui faire perdre des droits. Sauf si évidemment il y avait une intention frauduleuse. Il faut que les choses restent justes pour tout le monde. Mais c'est un peu l'esprit qu'on essaye de faire passer, se dire que ce n'est pas tant le choc de simplification, mais de se dire qu'à complexité égale, il faut qu'il y ait de l'huile dans les rouages, beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de dialogue. On veut aussi remettre de la médiation dans les administrations. Mais vous voulez pourtant supprimer le nombre de fonctionnaires. Alors, on ne veut pas supprimer. Moi, j'aime pas trop cette expression-là parce qu'elle donne l'impression qu'on fait les choses au rabot. Vous allez réduire on va réduire le nombre de fonctionnaires. Nombre de services. Oui. Non. Et c'est là où j'ai une petite nuance. Chaque année, il y a 100 000 fonctionnaires qui partent à la retraite. Nous, on a dit sur le quinquennat, il y en a 120 000 qu'on ne va pas remplacer. Donc, c'est 1 sur 4, grosso modo, qu'on ne va pas remplacer. Mais pour faire ça, la droite nous a beaucoup attaqué à l'Assemblée en disant vous avez mal démarré parce que cette année, dans le budget, il n'y en a que 1600, à peu près 2000 en moins. Oui, parce que pour le faire de façon intelligente, il faut remettre à plat les missions de l'État. Où est-ce qu'on veut un petit peu plus d'État, un petit peu moins d'État? Est-ce qu'il manque du monde dans nos gendarmeries, chez nos policiers? Oui, certainement. Donc c'est peut-être pas là qu'il faut le faire. Mais est-ce qu'il y a des services? Je prends les impôts par exemple. Les impôts, dans les dernières années, et ça va continuer, on a supprimé 15 000 postes. Est-ce qu'on lève moins bien l'impôt aujourd'hui? Non, parce qu'on a su investir dans la numérisation, dans la modernisation de notre système. Et donc 15 000 postes, c'est quand même beaucoup moins que 120 000. Bien sûr, mais vous voyez que je viens de prendre un seul exemple. Je vais vous en donner un deuxième. Aujourd'hui, mais c'est une somme d'exemples très concrets comme ça qui va faire qu'on va remettre à plat les choses. Quelqu'un a un délit, subit quelque chose. Il vient au commissariat, il y a un procès verbal qui est posé. On va devant la justice. Les systèmes informatiques entre le commissariat et la justice, ils sont tellement obsolètes que vous avez un greffier qui doit retaper intégralement toute la déposition qui a été faite dans un commissariat. C'est inouï. Et des réserves de temps, d'efficacité comme ça, il y en a partout. Et donc c'est ce travail-là qui est évidemment extrêmement fin, qui nécessite la responsabilisation de chacun des ministres qu'on a initié. C'est Gérald Darmanin et Olivier Dussopt qui pilotent ce chantier-là. Ça s'appelle Action publique 2022. Et Action publique 2022, c'est la remise à plat de l'ensemble de nos politiques publiques. On s'est donné une année pour discuter avec les syndicats de la fonction publique, pour justement le faire de façon consensuelle, en embarquant, parce qu'il faut que l'État soit un bien meilleur employeur. C'est du management aussi tout ça, de motiver les fonctionnaires, les agents des services publics. C'est comme ça qu'on va relever ce défi, de à la fois améliorer la qualité du service public et de réduire la dépense publique. On a pris un engagement, c'est de baisser de 3 points de PIB le montant de dépenses publiques dans notre production de richesse nationale. Merci Stanislas Guerini. Merci à vous. Un dernier mot peut-être sur Paris, puisque vous êtes député de Paris. Est-ce que, selon vous, Benjamin Griveaux est le bon candidat pour représenter les macronistes à l'élection municipale? Je connais votre obsession pour savoir qui sera le candidat. Eh bien, je vais vous décevoir parce que nous travaillons en 2018 sur le projet que La République En Marche va proposer aux Parisiens. Et ça sera notre base absolue. C'est comme ça qu'on a toujours fait pendant la présidentielle, pendant les législatives, le projet d'abord, et on verra il y avait ensuite Emmanuel la Macron question quand même pendant la présidentielle. Oui, ça a aidé un tout petit peu. Là, il y a sûrement quelqu'un. Mais il y aura quelqu'un, n'ayez aucune inquiétude là-dessus. Il y a tellement de talents dans cette équipe parisienne, que ce soit des députés, des référents de notre mouvement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être candidats demain à la mairie de Paris, mais vraiment sincèrement, notre agenda, c'est pas celui-là. On bosse sur le projet et on verra ensuite pour le candidat ou la candidate. Merci beaucoup Stanislas Guerini, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean-Baptiste Sémerdien, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission du Talk.